procès-verbal de la séance du Conseil. Ah oui, désignation du secrétaire de séance. Agnès. Oui, tu pourras. Ou Chloé, si il faut signer le PV. Chloé, c'est bon? Ok. Donc, approbation du procès-verbal de séance du Conseil communautaire du 25 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des observations? Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, vous ne participez pas au vote? Ok. Donc, Madame Mokrovic ne participe pas au vote. Adopté à l'unanimité des votants. Donc, question numéro 2, compte rendu des décisions prises par la présidente. Donc, je vous présente les décisions prises et je vous demande d'en prendre acte. La première, Daniel fera un petit commentaire puisqu'il s'agit de l'acceptation d'un don à titre gratuit d'une enseigne militaire du 4e régiment de génie de 1940. Le tiers cédant, enfin qui nous le donne, est monsieur, Michel Troutman. C'était le 3 août. Daniel. On fait ça tout de suite ? Bah, je pense. La belle chose. Voilà. J'ai ramené ça de Cherbourg. On m'a remis ça à Cherbourg. Donc, je vais vous lire Donc, ça a été cédé par, en fait, Michel Troutman, qui est fils de Philippe Troutman. Alors, je vais vous lire un petit peu la vie de Philippe Troutman. Donc, il était lieutenant-colonel du génie et docteur en histoire, chargé de cours à l'école supérieure du génie de Versailles. Il a été expert en architecture militaire auprès du service national de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, pour qui il a inventorié, entre autres, des fortifications de l'Ubaye dans les années 90. Il est également auteur de nombreux livres sur les fortifications, notamment La barrière de fer, une référence sur les forts du type Serré de Rivière. Serré de Rivière, c'est 1850 par là. Voilà. Cet insigne identifie alors Serré de Rivière, oui, c'est ce qui est très. Quand on voit Tournoux et Roche-la-Croix, je me permets de le dire, hein, c'est vraiment très beau, quoi. C'est de la pierre taillée, c'est vraiment très élégant, souvent, très bien ajusté, voilà. Par rapport, enfin non. Cet insigne identifie le 4e régiment du génie de Grenoble, formé le 25 octobre 1875, ayant pour mission la réalisation des travaux de défense et la création ainsi que l'entretien des moyens de communication routière dans le sud-est de la France. Lors de la mobilisation de 1914, il laisse place au 4e dépôt du génie. Il est reconstitué le 1er janvier 1920 à Grenoble, reprenant ses missions initiales. Il détache dès 1921 des unités dans les Alpes pour la remise en état des routes et de divers ouvrages d'art, ainsi que la réalisation de travaux de défense. Il compte des compagnies de sapeurs mineurs, de sapeurs électromécaniciens et de sapeurs téléphéristes. En 1934, le 4e régiment de génie de Grenoble met sur pied les 4e et 9e compagnies mixtes de régions fortifiées, regroupant les sapeurs spécialisés pour les travaux et l'entretien des forteresses, ainsi que les sapeurs télégraphistes et radio. La 9e compagnie s'installe à Briançon et dans le fort de Tournoux à la Condamine. Lors de la mobilisation de 1939, le 216e bataillon du génie de forteresse, provenant du 4e génie d'active, est détaché pour l'Ubaye et l'Ubayette. Les sapeurs représentent un tiers de l'équipage des forts, un tiers de l'équipage des forts, disposait d'un atelier dans chaque gros ouvrage pour l'entretien et le dépannage, ainsi que des ateliers arrière où l'on entretenait les forts, même après-guerre. Sur l'insigne, le brochet, alors il faut le reconnaître, hein, mais le brochet est ici, en forme de G comme brochet certainement, et rappelle le génie, et le dauphin au sommet rappelle le Dauphiné, lieu de création du régiment. Voilà.
Donc, en fait, quelque part, c'est un don. Mais bon, je me permets de dire que c'est quelque part une restitution parce qu'en fait, cet insigne-là était à Tournoux à une certaine époque. Voilà, très bien. Il est beau, non? Merci. Mais je ne pense pas qu'on puisse vous le prêter, non? C'est ça? C'est pas prêtable, ça. Il faudrait qu'on l'expose à Tournoux une fois que les travaux sont faits. Alors, on pourrait l'exposer à Tournoux, mais en fait, il n'y a pas de lieu suffisamment sécurisé. Donc, d'où l'importance de faire rapidement les travaux pour pouvoir exposer cet insigne. Je vous remercie. Merci Daniel. Les autres décisions en matière de commande publique, le 24 juillet avec la SACTP Olivero, 38 779,83 € hors taxe, réfection du réseau d'assainissement à Pralou au niveau de la statue du loup. Pour la régie Ubaïski, la remise en état de la piste de la Rente le 5 juin avec SACTP Olivero pour 9 257,66 € hors taxe. Avec la scierie eau alpine, découpe de bois de mélèze pour l'estacade du télésiège débrayable du BREC, 6 899,05 €. La maintenance d'été et l'achat des pièces pour les dameuses, 27 173 avec casse-boreur. 109 221 € avec tram pour la grande inspection du télésiège fixe des Mastrettes à Sainte-Anne, lot 1, c'est le démontage. Remplacement des compresseurs de la salle des machines du SOS 1700. Étude avec AD2I Ingénierie, 14 565 € hors taxe. Le remplacement des roulements des poulies du retour du télésiège fixe du SOS pour 17 286 € hors taxe avec tram. Du lubrifiant avec York pour 8 129,87 € hors taxe. Équipement électrique du téléski de l'Uvernage à Sainte-Anne pour 22 757,92 € avec la SRL Jacquard. Le 1er août en matière de domanialité. La signature d'un avenant au bail à l'hôtel d'entreprise au prix de 3,34 € hors taxe le mètre carré par mois pour la société qui fait les impressions d'enseigne. Réalisation d'un bail résiliation d'un bail professionnel à l'hôtel d'entreprise à 6,69 € hors taxe par mois le mètre carré avec l'entrepreneur individuel qui faisait du magnétisme. La signature d'un avenant au bail professionnel à l'hôtel d'entreprise donc pour un entrepreneur individuel massage. La signature de 5 baux civils à Technoparquet pour la période du 1er septembre 23 au 29 février 24 pour 6 mois, loyer 1,50 € hors taxe le mètre carré par mois avec plusieurs particuliers. Le renouvellement d'un bail précaire à l'hôtel d'entreprise avec atelier sportif, gym, danse pour 4,79 € hors taxe le mètre carré par mois. Et je vous demande enfin de prendre acte des informations relatives au contentieux. Nous avons un contentieux sur Josier auprès du tribunal administratif de Marseille concernant les préjudices causés par l'installation d'un point d'apport volontaire au droit de sa propriété. Préjudice présumé. Hein. Préjudice, oui, présumé. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, vous en avez pris acte. Merci. Ok, la question numéro 3. Nous avons pas... Alors, nous l'avons évoqué en conseil d'exploitation de la régie, Elisabeth, sur une personne qualifiée pour la Haute-Vallée, pour siéger à la régie. Si on ne l'a pas encore, on le met au prochain conseil communautaire. Oui, si ça ne vous est pas désagréable de remettre cette question, je n'ai pas eu les retours de la part des personnes que je considère comme qualifiées et on n'a pas eu le temps de s'échanger avec Madame la maire de Val-d'Ornaille sur le sujet non plus. Si on, on avait un laps un peu court, si ça ne vous dérange pas. Retiré, ça sera présenté au prochain conseil communautaire. Donc, la question numéro 4 concerne la régie Ubaïski et les sites de Sainte-Anne. Ce sont les conditions tarifaires de l'hiver 2023-2024. Yvan, si tu veux non. dire peut-être... Yvan, oui. Voilà, juste de manière très vite, des modifications qu'il y a sur les tarifs. Oui, donc globalement, vous le voyez sur la colonne orange, on applique une augmentation des tarifs d'environ 5% sur l'ensemble des tarifs. Oui, on applique une augmentation de 5% globalement sur à peu près tous les tarifs. Vous voyez ce que ça représente au niveau de la colonne orange.
Et à droite de cette colonne, vous avez le tarif définitif qui est arrondi au demi-euro supérieur, en fait. Et nous avons également une nouveauté parmi les offres, ce sont les tarifs pack famille, que vous avez là en bas de l'écran, qui n'existaient pas jusqu'à présent à Sainte-Anne et qui sont créés à partir de cet hiver sur la station. Donc avec le forfait qui est le plus consommé, le 3 heures consécutives, donc à 20 euros, il prend 1 euro sur l'année. Est-ce que vous avez des questions? Abstention, vote contre, adopté à l'unanimité. Concernant les sites Nordica, il n'y a pas de modification C'est l'Alpin de l'Arche. significative. Attends, tu n'as pas l'Alpin de l'Arche? Ah non, j'ai passé l'Arche. Ah oui, pardon. Donc, la régie Ubaïski, site alpin de l'Arche, conditions tarifaires 2023-2024. Donc, pour le site alpin de l'Arche, on vous propose de ne pas modifier les tarifs de l'année précédente. Donc, on reste sur les mêmes montants et la même grille tarifaire, hormis pour les forfaits saison, bien sûr, qui subissent l'augmentation qu'on a vue pour Sainte-Anne également juste avant. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention? Adopté à l'unanimité. Les sites nordiques. Donc, les sites nordiques, vous avez une petite augmentation prévue également sur une bonne partie des forfaits qui est variable, puisque vous savez que sur le nordique, il y a des forfaits dont la décision du prix n'est pas fixée par nous, mais par d'autres instances, notamment Nordique Alpes du Sud pour les forfaits régionaux et Nordique France pour les forfaits nationaux. Donc, nous ne faisons que voter les montants qui ont été décidés dans ces institutions-là. Et pour tout ce qui est ensuite des forfaits à validité locale, donc forfait semaine, forfait journée, biathlon, etc., ça c'est donc une décision interne à la communauté de communes. Et vous avez sous les yeux les augmentations inhérentes. Donc le forfait principal, c'est le forfait journée adulte qui passe de 13 euros à 14,50 euros. Et le forfait le plus vendu en nordique, c'est le forfait 3 heures qui passe de 10 à 11 euros. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Oui. Un petit détail peut-être qui a son importance avant de passer au vote. C'est une évolution qui émane également d'une demande nationale de Nordique France. C'est le passage des gratuités seniors de 75 à 79 ans. Donc jusqu'à présent, au-delà de 75 ans, c'était gratuit. À partir de maintenant, au-delà de 79 ans, ça sera gratuit. L'âge augmente donc, c'est une tendance un peu générale, et ça émane d'une demande nationale dans le milieu du nordique. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention? Adopté à l'unanimité. Ah pardon. Abstention. 2 abstentions. Madame. Ah, contre. Alors. 70, ça passe à 75, maintenant 79, bientôt ça sera à 90 ans. J'avais déjà dit que j'étais contre le fait de passer de 75 à 79. Ok, donc Madame Ocroglic et Madame Bardin, vous avez des pouvoirs. Donc c'est pour les pouvoirs. Pareil pour les pouvoirs. Oui, j'ai le pouvoir de Christophe Barneau. Ah d'accord. Ok. Et, non, donc il vous a indiqué qu'il votait contre. Il ne m'a pas indiqué, mais comme j'ai son pouvoir. D'accord, ok. Bon. Donc très bien. Donc, alors 3 votes contre. Christophe Barneau, Dominique Ocroglic et Régine Bardin. Adopté à la majorité. Question numéro 7 concerne les gratuités hiver 2023-2024. Donc vous avez le tableau qui est annexé. Donc il a été considérablement toiletté par rapport à il y a quelques années. Il a été revu en conseil d'exploitation de la régie. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions. Donc, pour information, donc, invitée présidente, je n'ai délivré aucune invitation dans le cadre de la gratuité des forfaits. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions adoptées à l'unanimité? Question numéro 8. La régie Ubaiski Site Nordique, convention avec l'association nordique Alpes du Sud. Yvan, si tu veux bien, du coup, synthétiser le contenu de la convention. Oui, donc il s'agit d'une convention annuelle qu'on reprend traditionnellement tous les automnes et qui précise principalement deux choses. D'une part, le fait que l'association Nordique Alpes du Sud a la capacité à vendre des forfaits pour notre compte, à les encaisser et ensuite à nous les reverser, ce qui nous permet de vendre sur Internet. C'est le moyen qu'on a de mutualiser les ventes sur Internet pour minimiser les coûts dans le milieu du nordique en général. L'autre point, c'est le montant de reversion en contrepartie des prestations que Nordique Alpes du Sud nous propose, et elles sont relativement nombreuses. Le montant de pourcentage de chiffre d'affaires de forfait ski de fond qu'on reverse à cette association qui est de 12%. Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc, je vous propose d'approuver les termes de la convention et de m'autoriser à signer la convention. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Adoptés à l'unanimité. Demande de financement auprès du département sur la fourniture, montage et mise en exploitation d'un tapis de neige sur le site du SOZ. Donc, nous avons eu des financements concernant la mise en place d'un tapis neige sur le site du SOZ. Et donc, pour compléter les financements qui sont de la région, nous proposons de solliciter le nouveau contrat montagne du département à hauteur de 176 000 € sur un montant total de 470 000 €, avec donc un financement régional de 200 000 € qui est déjà acquis et un autofinancement de la communauté de communes de 94 000 €. Voilà, donc le dossier a été travaillé avec les services du département et notamment Elisabeth qui a indiqué aussi en conseil d'exploitation de la régie que voilà les éléments pour que ça rentre dans le contrat montagne du département. Est-ce qu'il y a des questions? Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Ah non, pas, moins 2 abstentions. Donc Elisabeth Jacques et Jean-Michel Tron. Donc ensuite, la question numéro 10 concerne la régie Ubaiski, convention d'objectifs avec le GSSV. Donc, c'est une délibération qui est traditionnelle donc en entrée de saison. Le GSSV qui est un opérateur, un acteur majeur et historique donc, de la station du SOZ et qui est un opérateur unique de chronométrage de toutes les compétitions qui se déroulent sur le domaine skiable dans la vallée et parfois même au-delà. Donc, il a pour vocation à former des skieurs de compétition évoluant au niveau local, régional, national, voire international. Donc, la nécessité de promouvoir et de renforcer l'image sportive et d'excellence du domaine skiable du SOZ sur le plan local, national, européen et mondial, par la diffusion la plus large possible et l'exposition du nom et du logo de la station de ski du SOZ. Donc, le GSSV contribue à ce rayonnement. Donc, je vous propose de décider de verser au GSSV au titre de la saison d'hiver 2023-2024 et de la saison d'été 2024, couvrant la période donc, du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, une subvention de fonctionnement d'un montant de 30 000 € non soumis à la TVA et d'approuver la convention d'objectifs qui est présentée et de m'autoriser à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre?
adopté à l'unanimité. La convention d'objectifs avec le ski club de Sainte-Anne-Josier. Donc, le ski club Sainte-Anne-Josier est un acteur également historique de la station de Sainte-Anne. Il est l'opérateur unique donc, du chronométrage de toutes les compétitions se déroulant sur le domaine skiable. Et il a pour vocation également de former des skieurs de compétition évoluant au niveau local, national, voire international. Donc, il y a de la nécessité de promouvoir et renforcer l'image sportive et d'excellence du domaine skiable de Sainte-Anne au plan local, national, européen et mondial, par la diffusion le plus large possible et l'exposition du nom et du logo de la station de ski de Sainte-Anne, donc sur les compétiteurs skieurs de ce club. Donc, le ski club Sainte-Anne-Josier, par son rayonnement sportif, est en mesure de contribuer à cet objectif. Donc, je vous propose de verser au ski club de Sainte-Anne-Josier, au titre de la saison d'hiver 2023-2024 et de la saison d'été 2024, une subvention de fonctionnement d'un montant de 11 000 €, d'approuver la convention d'objectifs qui lui est présentée et de m'autoriser à signer la convention, étant précisé que la subvention a été augmentée car le nombre d'enfants a été doublé et que voilà, donc ça a été discuté en conseil d'exploitation de la régie et c'est la proposition qui a été faite et qui vous est proposée. J'ai juste une question. Oui. En fait, c'est lié au nombre d'enfants, la subvention, on est d'accord? Non, c'est pas lié au nombre d'enfants parce que c'est lié en fait En fait, on a fait le calcul, enfin, on a essayé de voir si ça correspondait, mais ça ne correspond pas du tout, puisque par enfant, le GSSB a une contribution financière qui est moindre. Mais sur le volume, on considère que c'est déjà une somme importante. Et donc, le club de Sainte-Anne a une contribution par enfant qui est le double de ce qu'on verse pour un enfant inscrit au GSSB. Mais compte tenu que c'est un petit club et qu'il a quand même des frais de fonctionnement qui sont là, donc on a décidé d'augmenter la contribution. Non, c'est simplement parce que au départ, c'est un accord qu'il y a entre la fédération. Micro. Voilà. Non, au départ, c'est allumé ou pas? Oui. Donc c'est un accord qu'il y avait entre la Fédération française de ski et les assureurs. D'accord. Et donc, les tickets neige qui sont vendus, c'est-à-dire les assurances vendues aux usagers, hein, cette partie des assurances, il y avait une partie qui revenait automatiquement au club de la station. Au départ, c'était ça. Ensuite, il y a quelques années, la FFS était en déficit, donc elle en a récupéré une partie pour elle, le club récupérant le reliquat. Or, en ce qui concerne notamment le GSSB et Sainte-Anne, l'accord n'a pas porté sur le reversement des assurances, une partie des assurances, mais sur une somme qui avait été déterminée que la communauté de communes allait verser. Au départ, par exemple, sur le SOS, c'était Coutoulenc qui avait géré ça avec M. Pierry, hein, et ils avaient convenu d'une somme de 30 000 €, ce qui permettait notamment au GSSB d'avoir l'assurance dès le départ, d'avoir 30 000 €, alors que lorsque c'est sur les assurances, il y a des années, par exemple l'année Covid, eh ben, il n'y avait rien. Si je prends le cas du club de Pralou, ils n'ont rien reçu l'année Covid, ils ont eu 0, quoi. Hein, voilà. Alors que en faisant cette convention avec la communauté de communes, ils sont assurés, quel que soit le chiffre d'affaires du SOS, quelles que soient les assurances vendues, ils auront ces 30 000 €. Voilà. Et donc, c'est pour ça que là, on est sous un système de convention, alors que sur Pralou, sur les autres stations, on n'est pas sur ce système de convention, on est sur le système des assurances qui ont été négociées avec la Fédération française de ski. Voilà. Les assurances ont énormément diminué, puisque les gens sont énormément assurés, avec notamment leur carte bleue. Donc, il y en a de moins en moins qui prennent les tickets neige. Et les tickets neige ont été divisés, les reversions. Donc, notamment, c'est le cas sur le ski club de la Blanche, comme à Pralou, où la reversion en 10 ans a été divisée par 5. Voilà. Donc, effectivement, de conventionner sur un montant plutôt que sur une reversion de ticket neige, c'est plus intéressant pour les clubs et ça leur assure un revenu de fonctionnement. Merci de m'avoir éclairé. Et donc,
Donc voilà, ramener au nombre d'enfants, effectivement, la part financière est beaucoup plus importante à Sainte-Anne, mais c'est normal, il y a moins d'enfants. Voilà. Donc j'ai mis au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Donc convention de partenariat, promotion de la station du SOS avec des sportifs non professionnels. Donc c'est une convention aussi que nous passons tous les ans, qui nous permet, notamment sur les 2 athlètes que nous avons sur le SOS. Donc ça concerne Tiffany Roux et Terence Tchiknavorian. Voilà. Donc, on a bien 2 athlètes non professionnels qui peuvent bénéficier de cette convention qui est signée depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. La convention Régie Ubaï-Ski, convention locale de partenariat avec les écoles de ski. Donc, la signature par les représentants nationaux de chacune des parties d'une convention nationale réaffirmant l'importance de la coopération entre les moniteurs de ski et les exploitants de remontées mécaniques, ainsi que l'intérêt de la diffusion des bonnes pratiques sur les remontées mécaniques et domaines skiables, ainsi que considère l'importance de la prévention sur l'accidentologie concernant l'usage des remontées mécaniques et plus particulièrement des télésièges, les indispensables actions concrètes de collaboration engagées sur la station du SOS et référencées dans la convention jointe, la nécessité de renouveler la convention locale de partenariat datant de la saison 2019-2020. Donc, vu le projet de convention et ses annexes établis à cet effet, je vous propose d'adopter les termes de la convention qui est présentée et précise que cette convention sera proposée à la signature de l'ESF et de l'ESI de la station du SOS et donc à signer les dites conventions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? La 12e délibération concerne le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi non permanent à temps complet dans le cadre du contrat de projet en vue d'élaborer le schéma de cohérence territoriale. Donc, Yvan, s'il te plaît, si tu veux bien présenter 14. Il s'agit donc de prévoir la création... Hop. Le recrutement. Alors, je vous lis les premiers vus. Vu la compétence obligatoire, aménagement de l'espace pour la conduite d'actions communautaires, dont l'élaboration du schéma, dont l'élaboration du SCOT. Vu la délibération du 28 septembre 2021 demandant à l'État d'approuver un périmètre de SCOT à l'échelle des 13 communes formant la CCV-USP, vu l'arrêté préfectoral qui a suivi le 29 mars 2022 qui a fixé le périmètre du SCOT à l'échelle de la vallée de l'Ubaye de Serponçon et Serponçon. Donc nous proposons de créer ou de recruter cet agent contractuel pour le SCOT et c'est un agent à temps complet, dont les caractéristiques de l'emploi sont soit catégorie hiérarchique, attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux catégorie A. L'agent devra justifier d'un diplôme Bac plus 4. La rémunération maximale pourrait atteindre, mais pourrait, c'est un conditionnel, le 9e échelon et l'indice 732. Il s'agit donc d'avoir un agent qui va nous aider et mener toutes les études pour la réalisation de notre SCOT, puisque nous avons besoin de ce schéma de cohérence territoriale, en l'absence, puisqu'on a conservé tous nos compétences PLU. L'intermédiaire PLU intercommunal n'étant pas adopté, on doit avoir un document global d'organisation du territoire, ce qui sera le SCOT. Donc on a absolument besoin en interne d'un agent pour mener à bien cette mission. D'accord. Eh bien donc qui est
contre ce recrutement? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 15, Elisabeth. Oui, donc cette délibération vous est présentée dans le cadre de notre compétence optionnelle qui est relative à la maison de service au public, que nous appelons donc du coup la France Service. Dans ce titre-là, il s'agit en fait d'une facilité à l'accès des services publics pour l'essentiel de la population, qui est l'essence même de notre présence ici aujourd'hui. Vous connaissez l'action qui a été menée, mesdames, messieurs les maires et conseillers, relative donc au projet que nous avions déposé auparavant dans ce qu'on appelait le Lab 3I pour l'itinérance de systèmes d'illettrisme et d'électronisme. Donc chacune de vos mairies a accueilli en son sein, si ça vous était possible, un agent qui avait été recruté dans ce but-là. Aujourd'hui, nous allons arriver à la fin de cette mission et la question était de poursuivre notre action et la renforcer. Pour cela, nos services ont, dans le cadre de leur veille, vu un projet régional qui s'appelle Alliance locale des solidarités 2023, qui a été lancé par le commissaire à la lutte contre la pauvreté. Et à ce titre-là, nous souhaitons pouvoir y répondre. Donc la délibération qui vous est présentée est proposée en deux axes et a reçu un avis favorable de la commission jeunesse lors de sa dernière réunion qui était le 6 septembre. Donc en premier lieu, nous souhaitons donc demander une subvention au sein de la DDE-TS 04 pour obtenir donc 80% du financement de ce projet de renfort et de confortement de l'action précédemment menée, donc qui est essentiellement composée, vous le verrez, de frais de personnel. Et à ce titre-là, dans la même délibération, il vous est donc proposé de recruter un agent sur un emploi non permanent à temps complet dans une catégorie hiérarchique. Nous avons volontairement voulu en rédacteur territorial catégorie B, à compter du 1er novembre, et cela jusqu'au 31 décembre 2025, afin d'obtenir donc du coup la personne adéquate. J'appelle votre attention sur des petits points qui ont été mis en évidence lors de la commission pour les personnes qui n'en sont pas membres. Vous noterez donc du coup, c'est un niveau BTS, donc nous avons voulu une catégorie B et nous n'avons pas voulu à nouveau constituer un poste à temps partiel, à 80% à temps non complet. Donc nous vous proposons un poste à temps plein car nous considérons que le travail déjà accompli lors de la précédente mission qui avait été sur ces 3 I, itinérance, illettrisme, électronisme, nécessite aujourd'hui un temps complet et aussi pour faciliter le travail de la France Service en prospection. Voilà, donc c'est sous deux actes, donc deux parties que cette délibération vous proposez. Une partie qui est purement financière avec une demande de subvention et une deuxième qui est une constitution d'un poste qui existe déjà par ailleurs, entre guillemets, puisque vous connaissez la personne qui... En fait, ce n'est pas vraiment un remplacement, c'est que c'était un contrat de projet. Nous arrivons à la fin du projet. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, on relance un nouveau projet avec de nouveaux objectifs un peu plus renforcés. D'accord. Est-ce que je peux répondre à d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, Madame la Présidente. Je vous laisse le passer au vote. Alors, ce qui est des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. La question numéro 16 concerne la création d'un emploi permanent à temps complet, directeur-directrice de pôle développement territorial. Donc là, comme vous le savez, il est nécessaire de restructurer les services de la communauté de communes en créant un pôle développement territorial qui regroupe donc le service développement économique et forêt, le service contractualisation et soutien aux grands projets, et le service planification stratégique et le service tourisme. Donc les besoins de service nécessitent de recruter donc un directeur-directrice de pôle afin de diriger, coordonner et animer le pôle développement territorial. Donc je propose à l'Assemblée de créer un emploi permanent de directeur-directrice de pôle développement territorial à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er novembre 2023, dont les missions principales seraient les suivantes. Direction, coordination, pilotage du pôle développement territorial qui comprend 5 agents. Définition des orientations stratégiques en collaboration avec les élus et la direction générale des services. Organisation et animation des commissions thématiques et des comités de pilotage. Coordination stratégique des politiques contractuelles. Pilotage du développement économique et de la filière bois-forêt. Suivi des politiques tourisme et stations de montagne. Responsable de l'ingénierie financière et soutien au pilotage des grands projets de la collectivité, référent planification stratégique, mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale
et soutien à l'élaboration du projet de territoire. Donc cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A, filière administrative ou technique, au grade d'attaché ou d'attaché principal, d'ingénieur ou d'ingénieur principal. Donc en cas de recrutement infructueux de candidats statutaires, on pourrait passer sur un agent contractuel pour une durée maximale d'1 an et la prorogation pourrait être dans la limite totale de 2 ans. Voici, par dérogation, donc l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement du Code général de la fonction publique pour un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans et renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Et au terme de celle-ci, la reconduction donnerait lieu à un contrat que par décision expresse et une durée indéterminée. Voilà, le niveau sollicité, niveau de formation supérieure, Bac+5, master ou diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur avec spécialisation en développement territorial, aménagement du territoire, économie, finance, urbanisme, montagne, management, indice de rémunération brute maximum correspondant au 6e échelon du grade d'attaché territorial principal, plus régime indemnitaire et supplément familial, le cas échéant. Donc, je vous propose d'adopter ces propositions ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs et d'assurer la publicité donc, de la création de cet emploi conformément à l'article du Code qui s'y réfère et s'engage à inscrire donc les crédits au budget. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. C'est peut-être des remarques, alors, parce que j'ai peut-être pas tout compris. Cette proposition de délibération a été portée par quelle commission ? On l'a vu en commission finance. Les ressources humaines ne Donc, dépendent d'aucune ça n'émane commission. pas d'une dimension de pôle. Lorsqu'il nous a été présenté Ça a été présenté dans la commission finance. Commission finance pour la partie financière qui ne pose pas de problème, qui était budgétée. Donc, c'est ça, monsieur le vice-président ? Ok. On nous avait présenté un projet d'organigramme et pour moi, cette mission-là était octroyée directement à notre directeur des services. Bah oui. Donc en fait, c'est une personne qui va réaliser le... Parce que pour moi, les grands projets... En fait, j'ai du mal à la positionner sur le projet d'organigramme. C'est le départ d'un agent et la création du pôle qui était... C'est suite à un départ d'un agent ? Comment ? Ok. C'est suite au départ d'un agent qu'on va traiter... D'accord, ok. Oui, mais voilà, du coup, moi, je n'arrivais pas à le positionner. Ok. Ok, très bien. Donc, la délibération qui suit a engendré, la mutation a engendré cette... Exactement. Je n'avais pas suivi. Merci beaucoup. Donc, on est tout bon ? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Donc, un agent a demandé une mutation et donc part à la région, a demandé une mutation et a été embauchée donc à la région. Et elle a acquis donc au 1er novembre 2023, jour effectif de sa mutation, 8 jours de congé au titre du CET. Et il convient que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les prenne désormais en charge. Donc, il faut verser la compensation. Je vous propose de verser la compensation financière à la région pour le transfert des droits à congé qui est fixé à 1 080 €, soit 135 €, montant forfaitaire établi conformément à la réglementation fois les 8 jours de CET. Donc, je vous propose d'approuver le projet de convention qui vous est proposé et de m'autoriser à signer la convention, les documents. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Daniel, recrutement des vacataires affectés au service culture et patrimoine. Je vous lis
délibération. Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires, considérant que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies: recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps. Oui, il est ouvert. Non. Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Considérant que la CCVUSP est sollicitée pour des visites ponctuelles de fortification en dehors de la période estivale et des vacances de la Toussaint, pour lesquelles elle recrute habituellement des agents contractuels pour accroissement saisonnier d'activité. Considérant le caractère temporaire et à temps non complet de ce besoin au regard de la durée hebdomadaire du temps de travail. Considérant la proposition de Madame la Présidente de recruter des vacataires pour effectuer les dites visites ponctuelles. Considérant la proposition de rémunérer la vacation sur la base d'un forfait de 80 € pour une visite de fortification simple et 90 € pour une visite de fortification dédoublée. Sur proposition, je vous propose donc d'autoriser la présidente à recruter des vacataires du 1er octobre au 31 décembre 2023, de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base de 80 € par visite simple et 90 € par visite dédoublée, et dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget et autorise la présidente à signer tout document et acte afférent à ces recrutements. Donc ça, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Alors, concernant le ski pass jeune, convention entre la communauté de communes et les exploitants donc des stations de Pralou, la Foudalos, Soz, Supersoz, Sainte-Anne, l'Arche, Saint-Jean-Montclar et le Lozé. Donc, c'est une délibération de 2017 qui a fixé la convention de ski pass jeune, au terme de laquelle les gestionnaires donc, des stations de ski de Pralou, Soz, Supersoz, Sainte-Anne, de l'Arche et de Saint-Jean-Montclar ont convenu de créer un produit ski pass jeune dont la communauté se portera acquéreur sur la base d'un volume par saison de 1000 forfaits pour ensuite les revendre aux jeunes scolaires et étudiants domiciliés sur le territoire communautaire. Donc, vu la délibération du 25 octobre 2021 approuvant une nouvelle convention pour y intégrer comme partenaire la société Val d'Alos Loisirs Développement exploitant le domaine skiable du Val d'Alos, afin que le domaine de la Foudalos soit également accessible aux détenteurs du ski pass jeune. Considérant qu'à compter de la saison 2023-2024, l'exploitation du domaine skiable du Val d'Alos est assurée désormais par la régie Val d'Alos 04, afin qu'il convienne de conventionner en lieu et place de la société Val d'Alos Loisirs Développement. Dans le cadre de cette convention, les exploitants des remontées mécaniques ont décidé donc de fixer le prix de vente de ce ski pass jeune à la communauté de communes pour la saison 2023-2024 à 95 € l'unité pour un volume de 1000 cartes environ. Donc, vu le projet de convention, je vous propose de acter que le forfait ski pass jeune permet l'accès au domaine skiable de Pralou, la Foudalos, de Soz, Supersoz, Sainte-Anne, l'Arche, Saint-Jean-Montclar, le Lozé et au domaine nordique de l'Arche et de Saint-Paul. Donc d'approuver la convention qui est soumise et d'autoriser la présidente et le vice-président délégué aux finances à procéder à sa signature, d'accepter donc le prix de vente du forfait consenti par les exploitants pour la saison qui vient à la communauté de communes, donc de 95 € l'unité, et de décider de fixer la revente aux jeunes scolaires et étudiants domiciliés sur le territoire communautaire à 38 € l'unité pour la saison 2023-2024 et qu'une somme de 4,57 € par carte vendue sera reversée au service nordique du budget de la régie Ubaski de la communauté de communes. Donc, rappelez que le produit du ski pass jeune reste inchangé. Donc, pour les remontées mécaniques de Pralou, 48%. Pour la régie Val d'Alos, 0,4, 0%. Pour Montclar Domaine Skiable, 5%. Et pour la communauté de communes, pour les remontées mécaniques Soz, Supersoz, Sainte-Anne et l'Arche, 47%. Précise donc que les recettes correspondantes seront encaissées dans le cadre de la régie Ski Pass Jeune et
dit que la délibération abroge la délibération du 25 octobre 2021 portant sur le même objet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On connaît, enfin, l'année dernière, c'était on payait combien et les familles payaient combien? Enfin, c'est le même prix, ça n'a pas changé. Très bien, ouais. Ça n'a pas changé. L'année Merci. dernière, alors pour vous donner un nombre de forfaits, l'année dernière, saison 2021-2022, on a vendu 1049 forfaits, et 2022-2023, 1064 forfaits, dont 110 étudiants et 34 CAP. Il en a manqué alors, puisqu'on n'achète que 1000, t'as dit, non? Non, c'est Ah, environ. d'accord. C'est Ok. en volume. Hein. Ah, ok. Madame la Présidente, je me permets, mais alors ça n'a rien à voir, mais c'est l'occasion d'en discuter parce que vous verrez qu'aucune commission n'a travaillé sur ce sujet-là. En fait, on m'a fait un retour. Nous avons constitué une commission ski qui n'est pas le conseil d'exploitation de la régie Ubaï Ski, qui ne s'est jamais réunie. Et donc certains élus m'ont fait le retour, comme quoi ils font partie de la commission ski, mais pas du conseil d'exploitation, et que donc du coup ils ne travaillent pas sur les questions du ski. Et du coup j'ai remarqué que du coup, et c'est pas directement lié au ski, puisqu'en fait on a une autre commission qui est celle qui s'appelle politique touristique, lac et montagne, relations avec Ubaï Tourisme, qui n'a pas non plus été utilisée au cours de notre mandat. Oui. Alors c'est exact. La raison est qu'on a repris en fait les commissions qui étaient existantes sur le précédent mandat sans les refondre dans le règlement intérieur, et que la commission ski existait avant la régie Ubaï Ski, et qu'aujourd'hui tout est décidé en conseil d'exploitation de la régie, puisqu'avant les domaines étaient indépendants et on avait besoin d'une commission pour discuter justement de tout ce qui est discuté au sein du conseil d'exploitation. Donc, c'est effectivement, il va falloir proposer une refonte dans le cadre du fonctionnement des commissions, qui par ailleurs, il y a très peu de présents. Sur les commissions, on est très peu d'élus s'y rendent de manière générale, que ce soit la commission. La commission ski, pour le coup, elle n'a jamais été convoquée, mais la commission tourisme, c'est également le cas. Elle a été créée sous l'ancien mandat avant, donc au moment où il y a eu la création du bail tourisme. Elle n'a pas été refondue depuis. Donc effectivement, il faut travailler sur le fonctionnement des commissions. Mais là, les instances, il y avait des commissions, maintenant il y a des conseils d'administration et des conseils d'exploitation où les élus sont présents. Alors pour le coup, ça fonctionne mieux que les commissions, et donc où ils discutent des sujets. Donc on a le ski. Oui, on va voter. Donc on était au ski pass. C'est bien la question 20. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adoptés à l'unanimité. Concernant le ski pass, donc saison. Donc ça, c'est la fameuse 3 stations, l'ancienne 3 stations qui s'appelle désormais Ski Pass Saison Ubaï, et qui concerne les domaines skiables de Pralou, la Foudalos, le Soz et Sainte-Anne. Et c'est une convention à signer entre la communauté de communes, le SMAP, la régie de Pralou, Ubaï 04, et la régie Val d'Alos 04. Donc, je vous propose, c'est pareil, c'est un forfait qui a été remis en place en 2019. Et donc, je vous propose pour la nouvelle saison 2023-2024 d'acter que le forfait Ubaï Saison donnera accès au domaine skiable de Pralou, la Foudalos, le Soz Super Soz, Sainte-Anne et l'Arche, et que la convention à intervenir entre la communauté de communes, le SMAP Régie Ubaï 04 et la Régie Val d'Alos 04 fixe notamment la répartition du produit de la vente du forfait Saison Ubaï comme suit. Donc SMAP 54%, communauté de communes Régie Ubaï Ski 46%, 40% pour le Soz et 6% pour Sainte-Anne. Donc m'autoriser à signer
a signé la convention et rappelle que donc, les conditions de vente du forfait saison pour la saison 2024, c'est l'achat le jour de la foire Saint-Michel au prix de 599 € TTC. Le prix était de 575 € saison TTC pour la saison 2022-2023 et l'achat après la foire Saint-Michel de 714 € TTC. Précédemment, il était fixé à 680 € pour la saison 2022-2023. La période de mise en vente est du 30 septembre au 30 novembre. Et donc, inscrire les crédits et dire que le prix du forfait et la période de vente du forfait saison UBAI feront l'objet chaque année de la conclusion d'un avenant après concertation préalable des parties. Et donc, ainsi, abroger la délibération 2021-192 du 25 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu élevé comme tarif, 714 € pour l'année? Enfin, pour l'année, pour les 4 mois de ski, même pas les 3 mois. Ben, ça concerne plusieurs sites et c'est concerté avec... On ne va pas skier sur tous les sites à la fois, de toute manière. Oui, Moi, je trouve normal que ce soit ceux qui skient qui paient le forfait et pas les impôts des Ubayens qui paient les forfaits. Moi, je trouve normal que les gens paient. Si moi, je vais jouer au golf, personne ne me paie mon green fee. Et voilà. Je pense que les Ubayens paient déjà ça dans leurs impôts. Et donc, s'ils veulent aller skier, ils sont obligés de repayer encore pour pouvoir aller skier. Et donc, moi, je trouve que le montant est beaucoup trop élevé. D'ailleurs, en commission, nous avons vu qu'en réalité, il y en a très peu vendu maintenant parce que les Ubayens ne le prennent plus. Ils préfèrent prendre des passes liberté qui coûtent beaucoup moins cher. Et si je ne me trompe pas, et vous pouvez me reprendre, je crois qu'il n'y en a que 60 qui sont vendus parce que les Ubayens qui le prenaient avant ne le prennent plus aujourd'hui à cause du prix. Voilà. Jacques, le micro. Le micro. Le saison forfait ski vert pour la saison est de 1095 €. Oui, mais on sait très bien ici que tu ne vas pas avoir les Ubayens qui vont pouvoir payer 1 000 € le forfait ou 700 € le forfait. Et c'est notamment pour ça que ce forfait, à terme, il va complètement disparaître parce que s'il n'y en a que 60 qui sont vendus, on se demande même pourquoi on continue à le vendre vu le prix. On n'a pas le même domaine à Vars qu'ici et vous le savez très bien. Voilà. Oui, mais tu sais très bien, qu'il y a Vars-Risoul et franchement, là. Moi, je pense que c'est beaucoup trop élevé et c'est pour ça que les Ubayens maintenant skient plus à cause de ça. Voilà. Ou alors ils prennent le passe liberté sur Pralou, qui est beaucoup moins cher et qui leur laisse beaucoup plus de latitude. Voilà, donc. Moi, je suis d'accord avec Dominique de ce qu'elle vient de dire, parce que là, je viens de calculer, mettons 714 € divisé par 20 fois où on va au ski, ça fait 35 € la journée. Moi, je trouve que ça fait cher aussi. Et je dirais même qu'il y a des... Ça dépend. Non, pas tous le prennent à la foire Saint-Michel. Moi, je trouve que c'est cher aussi. Alors, oui, effectivement, quasiment tous les forfaits, voire tous, non Voilà, donc ça ramène le prix. Et donc, c'est un prix qui est concerté. Ce n'est pas que la communauté de communes qui décide. Il y a d'autres exploitants de domaines skiables, et notamment le SMAP et la régie qui s'expriment. Il y a des politiques tarifaires et il y a des charges qui sont conséquentes. Et si on met un forfait trop bas qui permet, qui provoque une perte de chiffre d'affaires conséquente, donc c'est l'éternelle question, quoi. Où trouver l'équilibre? Donc l'idée là, c'est d'offrir aux Ubayens qui le souhaitent un forfait saison sur l'ensemble des sites de la vallée et de la haute vallée et du Val d'Alos, Orsénus. Et donc 599, ça paraît pour quelqu'un qui prend ce forfait, ça veut dire qu'il skie plus de 20 fois, voire qui skie vraiment beaucoup, quoi, hein. Et il y en a qui skient tous les jours dans la vallée. Au moins 60 personnes. Ça retombe 29 € le forfait journalier. Pour la Fou, Pralou, le Sauce, Sainte-Anne.
Oui, on a vu qu'effectivement, il y a d'autres solutions pour les gens qui skient un peu moins. Ça, c'est le forfait qui s'adresse à la personne qui est quasiment tous les jours sur les pistes. Et à ce moment-là, ça a la vertu d'exister. Et c'est pour ça de qu'on n'en coûter vend que relativement. 60, Yvan. Oui, parce que... Voilà, parce que bientôt il va disparaître, parce que les Ubayens Oui, qui le mais prenaient combien- avant, où tu en mais- avais mais- des centaines de vendus, ben, ils Je ne suis prennent pas plus sûr qu'il y parce en que c'est avait trop des cher. centaines. Je suis pas Si, sûr si, qu'il y en je avait suis des certaine centaines. qu'avant il y en avait des centaines, parce que les gens autour de moi, et moi je le vois bien, ils me l'ont tous dit, ils le prennent plus parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop cher, et alors qu'avant ils le prenaient, et c'était bien que beaucoup d'Ubayens puissent aller skier, parce qu'au moins ils faisaient un peu de sport. C'est comme pour les personnes âgées qui vont faire, qui dépassent 75 ans et qui vont faire du ski de fond, ça les maintient en forme. C'est le bien vivre quand on est âgé. Alors, après, il faut discuter avec les exploitants. Hein. Si le SMAP est d'accord pour revoir le prix à la baisse, on peut le discuter. Je vous encourage à le proposer au syndicat. Je rappellerai, Dominique, qu'il y a 15 ans, le prix du forfait sur les 3 stations sans Alos était 400 €. Hein, il y a 15 ans, il était à 400 €. Il est monté à partir du moment où on a eu le problème avec un exploitant, vous le savez, puisqu'avant, le forfait, moi, je le prenais et je le payais à l'époque 200 € et c'était monté à un moment donné à 250 jusqu'au moment où on a eu le problème avec un des exploitants et ça a fait jurisprudence et où là, on a été obligé de l'ouvrir à tout le monde et donc on a monté les prix à ce moment-là. Mais avant, les Ubayens payaient entre 200 et 250 le forfait pour la saison, étant donné qui payaient le reste avec leurs impôts. Et pour mémoire aussi, il est quand même agréable que nos enfants puissent skier avec 35 € pour tout l'hiver. On est une des rares vallées où les enfants puissent skier dans ces conditions-là. Ça, c'est autre chose. C'est autre Oui, chose. mais c'est quand même, je voulais le dire tout à l'heure, mais c'est quand même quelque chose de bien. Hein. Très bien. Donc, je mets au vote. Donc, vote contre. Donc, 2. Madame Ocroglic, Madame Bardin. Vote abstention. Sandra Reynaud, Chloé Océlie. Et vote pour. Tout le reste. Tout le reste. Madame Ocroglic. D'accord. Ok, donc on est donc 3 votes contre, 2 abstentions. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. La question numéro 21 concerne l'avis de la communauté de communes sur le retrait de Durance Luberon-Verdon agglomération du CIDEVOM pour l'exercice de sa compétence, transfert et traitement pour les ordures ménagères et relevables, transfert et traitement des recyclables. Je vous donne quelques éléments de contexte. Au moment de la constitution de la DLVA, donc la fusion des intercos, DLVA s'est retrouvé avec 3 systèmes de gestion sur son territoire. Grosso modo, un tiers. Ils avaient une partie qui était en régie, une partie qui était en prestation auprès d'un délégataire et une partie qui était aussi des VOM. Ils ont fonctionné comme ça pendant, je sais pas, environ 2 ans et ils se sont vite aperçus que c'était, de leur point de vue, ingérable, ce qui peut se comprendre. Et donc, ils ont lancé une étude pour savoir quel serait le moyen le plus efficace de gérer ça. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait qu'ils reprennent en direct l'intégralité du territoire. Et donc, il fallait qu'ils demandent la sortie du CIDEVOM pour la partie CIDEVOM qui représente environ une vingtaine ou 20 ou 25 000 habitants sur les 65 000 de la DLVA. Concomitamment, on a l'entrée de Provence-Alpes Agglomération, la Comcom de Digne pour le tri, ils y étaient déjà dans le CIDEVOM pour les OM. On a la CCPFML, Pays de Forcalquier, Montagne de Lure et la CCJLVD, Jabron-Lurvan-Son-Durance qui intègrent qui font passer aussi des VOM l'intégralité de leur collecte puisqu'ils viennent de passer sur le système de collecte en colonne. Ils étaient pour l'instant encore sur les containers et donc il assurait en direct. Le CIDEVOM a été mis en
ça c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe au dernier moment. Hein. Le CIDEVOM et Vincent Alvar, le représentant de DLVA au CIDEVOM, en a parlé depuis déjà environ une année. Et au bout du compte, la DLVA a décidé en date du 4 juillet 2023 de demander son retrait du CIDEVOM. Le CIDEVOM, le comité syndical, s'est réuni et lui a accepté le retrait de la DLVA. Il y a eu une vote, une contre. C'était le représentant de la Chabron-Lurvançon-Durance. Voilà. La question était qu'est-ce que, en particulier au plan financier, ce retrait implique, puisque c'est environ une vingtaine de... Enfin, c'est beaucoup d'habitants. Hein. C'est environ 20 000 habitants qui sortent du CIDEVOM. Donc, le CIDEVOM nous avait fait parvenir dans un premier temps un certain nombre de tableaux que nous avons vus en commission finance, et puis on a posé des questions, et je vais vous donner les réponses qu'ils nous ont apportées. Les tableaux étaient les suivants. Il y a 3 contributions sur le CIDEVOM. La contribution dite générale, la contribution à la communication, et ensuite il y a le tarif de la collecte et des recyclables. Donc ils avaient fait 3 hypothèses: je ne fais rien, je me réorganise et je me projette dans l'avenir. Sur la contribution générale, si effectivement le CIDEVOM ne fait rien, reste à périmètre constant avec le même nombre d'employés, on s'attendait à une augmentation des tarifs de 9 à 10%. Si je me réorganise, donc avec des ETP qui disparaissent, et en particulier en tenant compte des départs à la retraite, c'est tout à fait faisable, et c'est donc bien entendu la solution que le CIDEVOM vers laquelle il se dirige. Donc en 2024, avec la réorganisation, on est sur un plus 3%, mais qui en fait est la conséquence principalement de l'intégration de l'inflation. Et on peut se projeter en 2025 avec la fin d'un gros emprunt, l'étude des parines, qui ferait qu'au bout du compte, même à partir de 2025, on a environ sur la contribution générale 8% de baisse des financements par les différents EPCI restants. Sur la contribution communication, ce qui nous était annoncé, c'était je ne fais rien, ça fait plus 5% par EPCI. Je diminue les effectifs et je baisse de 15% le budget, donc ça fait une baisse de 5% par EPCI. Je mets fin au contrat d'apprentissage et je baisse de 15% le budget des outils de communication. On est sur une stabilisation. Donc c'est une de ces 2 solutions qui sera retenue par le CIDEVOM. Enfin, le tarif collecte et recyclable, jusqu'à lundi, il y a une dizaine de jours, on nous annonçait affiner avec la refonte des tournées. La refonte des tournées, intéressant principalement. D'ailleurs, ils nous répondent, ce n'est pas nos tournées à nous qui seront impactées, puisque effectivement, ça va être la réorganisation entre le secteur ex-CIDEVOM, le secteur Provence-Alpes-Agglomération, le secteur Fort-Calquier, CCPFML, Montagne de Lure. Donc les éléments qui nous ont été donnés depuis, c'est le syndicat cherche bien entendu toutes les solutions pour amortir les effets potentiellement négatifs. Une réunion avec l'ensemble des EPCI est prévue pour présenter les éléments finaux. L'impact réel financier sera de faible envergure et ne sera essentiellement que la répercussion de l'inflation. Et en particulier, il nous rappelle qu'il y aura au cours du même exercice, c'est-à-dire 2024, la fin d'un gros remboursement d'emprunt, celui de l'étude des parines. En matière de contribution générale, l'hypothèse privilégiée est une réorganisation des services, moins un ETP, et l'impact attendu sera donc surtout dû à l'inflation. En matière de communication, l'hypothèse travaillée est là aussi baisse des effectifs, diminution des besoins, moins 15%, mais enfin en conservant entre autres les interventions dans les écoles, ce sera plutôt des personnels. Il y a aussi un apprenti qui ne sera pas repris. Pour le territoire, la sortie de la DLVA pourra générer une légère hausse du coût de la collecte du verre, puisque le verre, le CIDEVOM a des tarifs qu'il dit
historiquement bas. Donc le tarif du verre, qui est un gros pondéreux, devrait augmenter. En revanche, il n'y aura pas d'impact sur les tarifs des autres recyclables et du transport des OM. Et il n'y a pas, donc c'est écrit, pas d'impact sur le nombre et la fréquence des tournées. Voilà les éléments que je peux vous donner. La procédure est assez longue. Il y a une année de transition pour pouvoir organiser les choses et la sortie de la DLVA n'interviendrait que au début courant de l'automne prochain. Je sais plus si c'est je crois que c'est 1er septembre 2024. Alors on nous demande d'approuver ou de désapprouver le retrait de DLVA. J'ai une question. Oui. Si on sera impacté sur les tournées, nous? Non. Parce que non. Déjà, il n'y en a Non, pas non, assez en période touristique. Non, c'est déjà compliqué. Je viens de Donc, le dire. voilà. Ah, non, mais que ce soit bien clair, quoi. Ils se réorganisent en bas. Quand ils réorganisent les tournées, c'est forcément entre Fort-Calquier, je sais pas, enfin... Parce que là, c'est déjà le business pendant la période touristique. Donc. Moi, j'irais même plus loin que toi, Hélène. Enfin, l'été qu'on a vécu, il est inacceptable, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un service du CIDEVOM, pour moi, qui est déplorable. L'ensemble des communes n'arrivent pas à passer un week-end en saison touristique. Ça déborde dans toute la vallée. Les gens, ils arrivent le samedi sur leur lieu de vacances. C'est une déchetterie à ciel ouvert dans tous les villages que vous traversez. Donc, on a finalisé à l'échelle de la communauté des communes l'installation des colonnes de tri sur Pralou. Donc, il y a de toute façon Pralou qui va venir se rajouter par rapport à ce qui existait déjà dans nos tournées. Moi, je me pose vraiment la question de la manière dont ça va tourner. Et quand ce n'est pas les colonnes ordures ménagères, c'est les colonnes de tri plastique qui débordent. Et quand ce n'est pas celle-là, c'est ce qui nous concerne, c'est le carton. Mais et si tout va bien, c'est les trois. Donc, au moins, mais c'est systématique. Cet été, moi, je peux vous assurer que ça débordait sur l'ensemble des villages. Et à coup sûr, de partout, c'était le même cas. Moi, j'ai fait un courrier aussi des moments en disant que c'était inacceptable, quoi. Parce que, franchement, ça va pas, quoi. Il y a un problème. Ils sont complètement défaillants là-dessus. Enfin... Je ne sais pas. Moi, on se définit comme étant un territoire touristique. Ça fait partie de l'accueil, ça fait partie de la qualité d'un séjour, ça fait partie du service. Enfin, cet été, pour moi, ce n'était pas acceptable ce qu'on a vécu. Alors, c'était aussi le cas sur certaines communes. C'est un problème récurrent que l'on a sur les pointes de saison haute, sachant que c'est un problème aussi de recrutement de personnel qualifié et qu'ils n'ont pas. Et qu'il faut adapter en fonction de la fréquentation, c'est-à-dire qu'il faut plus de tournées, donc plus de personnel sur des saisons touristiques. Donc c'est aussi. Alors c'est pas pour les excuser parce que moi aussi j'ai eu des soucis. J'ai eu aussi des soucis. J'ai eu des soucis aussi importants, notamment sur le verre. Enfin bon, bref, et donc. On avait fait une réunion avec la directrice du CIDEVOM. Donc là, c'est vrai que c'est pas très encourageant la sortie de la DLVA, surtout si ça dégrade le service qui n'est pas spécialement efficient. Donc, après, ce qu'on peut aussi voir, c'est faire une étude pour envisager la reprise en régie. C'est une option. Ça peut pas être pire. Il faut le chiffrer. Si, ça peut être pire. Parce qu'après, en fait, après il y a des tonnages, c'est-à-dire qu'on peut considérer que, je ne sais pas, par habitant, il y a un certain nombre de kilos qui sont acceptés par la collectivité, oui. Et qu'après, chacun, si je déborde de mes poubelles parce que je ne fais pas le tri ou parce que je ne suis pas respectueux de l'environnement, si il y a des poubelles qui pèsent et on taxe l'usager qui, lui, a plus d'ordures que les autres. Le problème, c'est
c'est très Ça- compliqué parce qu'il faut mettre des poubelles spéciales qui pèsent. Hein. Ils ont ça dans les pays, dans des pays étrangers européens, ils ont ça. Et je suis sûre qu'en France, oui, il y en a aussi. C'est assez compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que dans une ville, c'est assez facile à mettre en place. Comme nous, on est très étalés, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que là, ça pose problème Non, parce que non, quand non, on ça- voit la arrêt comp- recrutement saisonnier pour période de pointe, c'est vrai qu'on se pose la question et on s'est posé la question en commission parce que c'est pas très clair non plus, quoi. Ils annoncent ça, mais c'est pas clair. Ils disent pas où. C'est pas clair leur affaire là. Ils Voilà. disent pas où, pardon? Je dis c'est pas clair. Les recrutements saisonniers. C'est pas clair Ah non, parce mais que a quand on priori, regarde si. ça, Ils répondent que ça n'a pas d'impact chez nous. oui, mais où tu le vois écrit toi là-dedans? Tu l'as vu écrit quelque part que ça Non, n'aurait pas Mais impact chez les, nous? les gens qui travaillent au CIDEVOM se plaignent déjà de ne pas être assez nombreux l'été. Voilà. Donc, Et ils en comment ils vont suppriment faire là. Et ils en Oui, suppriment. et alors, alors, en fait la difficulté, faut le trouver des problème, chauffeurs. c'est quand. Non, c'est à la fois de trouver des chauffeurs, mais notre problématique aujourd'hui, c'est que je pense qu'à l'origine, on a fait un calcul qui était mal fait, et on s'est dit, il nous faut tant de colonnes parce qu'on avait tant de containers. Et l'expérience montre que, par exemple, à CCAPV, chez qui on est allé emprunter des colonnes cet été parce qu'on n'en avait pas assez, ils sont rentrés dans un système vertueux. En fait, ils ont développé beaucoup plus, ils ont déployé beaucoup plus de colonnes. Je ne sais pas en pourcentage combien de plus que chez nous, mais sensiblement plus. Ce qui fait qu'en fait, en augmentant la capacité d'absorption des PAV, ils diminuent le nombre de rotations et en diminuant le nombre de rotations, ça permet d'avoir un personnel qui colle aux besoins. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de volume. C'est pour ça que ça déborde. Nos PAV où il y a trois colonnes, il en faudrait probablement, sur un certain nombre, 5, plus un tri et plus un OM. Le vert étant se remplissant moins vite. Et la solution, elle est là, a priori, à mon sens. Je ne sais pas, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça, Yvan, parce que ça voudrait dire que la responsabilité, elle nous concerne, à savoir qu'on n'a pas suffisamment installé de matériel et de stockage. Or, le ratio qui avait été fait à l'époque sur le travail qu'on avait conduit, on avait fixé les points d'apport volontaires qui étaient cohérents par rapport aux petits containers qu'on utilisait à l'époque. Donc c'est trop facile, à mon sens, pour eux, alors qu'ils manquent de personnel et qu'ils sous-estiment les fréquences des tournées, de dire faites l'investissement de plus de colonnes de tri, vous aurez plus de capacité de stockage, et en fonction de ça, nous on s'adapte. Enfin, si tu prends la semaine du 15 août, il se trouve que ça débordait dès le week-end. Le lundi, ils ne sont pas passés pour la plupart des lieux. Le mardi était férié, ils ne sont passés que le mercredi. Je veux dire, c'est une question d'organisation du travail. Ils ont dû passer le lundi, mais que sur un flux. Ah, mais pas partout. Pas sur tous les flux. Si tu veux, à l'époque où on organisait, nous, alors peu importe la Comcom, hein, la collecte des ordures ménagères, on tournait même le dimanche, notamment le week-end du 15 août. Quoi. Donc, je veux dire, c'est une question de moyens et de personnel, d'organisation chez eux. Donc après, nous remettre la faute dessus en disant installer plus de matériel, ils ne c'est nous un peu rejettent pas facile, la faute. Mais, oui, non, mais je veux dire... Non, mais c'est aussi en plus, ça en serait d'autant comparaison plus de- incohérent si on augmentait encore le volume des poubelles grises, puisqu'on veut le diminuer pour éviter l'augmentation d'un TOM. C'est pas pour aller augmenter encore les capacités, parce que du coup, on va baisser le tri. Hein, Ah, on augmente encore nos poubelles grises. Non, mais plutôt qu'elles soient posées à côté, elles seront posées dans la deuxième colonne. Moi, je pense qu'il faut être... La difficulté par rapport à la tarification, Dominique, c'est la tarification incitative, dite incitative, qui est la solution, parce que je rappelle que malheureusement, même si on baisse énormément, enfin très sensiblement, petit à petit, nos collectes, on est encore... on ne satisfait pas encore aux schémas ni nationaux ni régionaux. Et c'est la tarification incitative dont on voit à l'échelle de la France qu'elle permet de baisser les volumes. Sur nos territoires, elle est très compliquée à mettre en œuvre du fait de la forte variation touristique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la personne qui arrive en vacances, où c'est qu'elle met ses poubelles. Donc, il y a Des fois, tu les vois tourner avec les poubelles, ils ne savent même pas où sont les points d'apport volontaires. Oui. Et donc, c'est tout mélangé.
au milieu des verres, tu as du plastique, au milieu du plastique, tu as des verres. Enfin, je veux dire, tu les as ouverts des fois, les colonnes? Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, en fait, moi, je pense que... et les gens ont l'impression, enfin, ceux qui font le tri sérieusement, se disent, on fait le tri sérieusement et ça augmente toujours. Alors que les autres, ben, on ne peut pas les sanctionner. Ben, moi, je trouve que c'est pas normal. Ça augmente pas toujours, hein. Ça fait des années qu'on n'a pas augmenté. Oui, mais... Après, une petite remarque, il faut faire attention l'été d'augmenter les stocks des ordures ménagères. C'est peut-être un petit peu embêtant par rapport aux odeurs. Parce que les personnes qui viennent de l'extérieur ne trient encore peut-être moins bien que nous, parce que parfois elles ne savent pas comment faire. Et puis d'autre part, on est dans des périodes où la fermentation se fait quasiment instantanément, donc les odeurs pourraient être pestilentielles. Voilà. Donc je ne pense pas que la solution pour les ordures ménagères, c'est d'augmenter les stockages. En fait, on est quand même sur, au lieu de passer entre guillemets tous les jours, on est sur un passage peut-être tous les 3 jours, quoi. Pas Oui, non plus, la solution peut-être ponctuellement, donc ça concerne le mois de février, on va dire, et les 2 mois d'été. Oui. Il ne faut pas augmenter la capacité, comme disait Daniel, il faut augmenter le nombre de tournées. Le camion, alors que le chauffeur, il y en a 3. Que le chauffeur travaille 8 heures par jour, c'est une chose. Le camion, il peut tourner 24 heures sur la journée. On peut faire du ramassage la nuit. Il faut simplement prévenir les riverains qui sont à proximité des points de collecte que le camion peut passer à 2 heures du matin pour vider. Pour moi, la solution, elle est plutôt là. De toute façon, si on augmente la capacité de stockage, la capacité du camion, elle est toujours la même. Donc après, au bout d'un moment, le camion ne va pas pouvoir tout vider. Ou s'il a 4 conteneurs à vider, eh ben, il va remplir son camion sur un point de stockage. Et de toute façon, il ne pourra pas faire les autres. Donc c'est les autres qui vont se remplir et on repousse le problème. Alors, probablement un 4e camion à on l'a investir évoqué aussi. en commission de faire une étude sur la reprise en régie du service compte tenu de ce qui est remonté, notamment sur la qualité du service. Donc ça avait été évoqué et ça a un coût. Donc il faut qu'on l'inscrive au budget. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là dans les semaines et les mois qui viennent, et puis envisager cette étude très rapidement pour voir si on a un meilleur service avec un... Enfin, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une trop grosse augmentation tarifaire. Enfin voilà, donc en fait, il faut que ce soit fait de manière économique et quasi scientifique. Donc... c'est un point qui pourra être mis à la prochaine commission environnement sur le... Financièrement, on bénéficie quand même de la force de frappe du CIDEVOM à la fois sur nos tarifs d'enfouissement, puisque en fait, quand on voit les coûts auxquels ont été traités les collectivités du 0,5 lors de leur renouvellement sur le Bénon, ça a explosé, alors que le CIDEVOM, lui, compte tenu de son effet volume, il amortit. Et puis c'est vrai qu'on a en face un prestataire qui est unique et donc qui est quasiment monopolistique et qui ne peut pas échapper, et à qui on ne peut pas échapper. Et ensuite, il y a aujourd'hui une forme de solidarité territoriale qui fait que les collectivités qui sont les plus éloignées, donc Alpes-Provence-Verdon et Vallée de l'Ubaye-Serponçon, on est traité à des coûts à la tonne inférieurs à ceux qui sont les plus près des centres d'enfouissement. Et sur lequel on bénéficie effectivement de la péréquation avec. Donc c'est vrai que la sortie de la DLVA, ça va être compliqué, je pense. Donc il faut rester très vigilant sur le. La DLVA ne sort que pour un tiers de sa superficie. Oui. Ah bah oui, à leur échelle tout de suite, voilà. C'est énorme. Enfin, c'est énorme par rapport à nous, oui. Mais c'est aussi pour ça, enfin, pour en avoir échangé quelques mots avec Vincent Alvar, c'est que, en fait, ils ont aussi énormément de personnel en régie, et que qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là si on bascule plus sur d'autres systèmes, enfin, CIDEVOM ou prestations. Après, ils sont repris, ils sont pas repris, mais ils ont, je sais pas combien de dizaines de personnes qui sont en régie, donc leur étude leur dit à rapatrier en interne. Sachant qu'effectivement, eux, ils sont capables d'amortir les coûts
Ils sont juste à côté, enfin, ils sont très proches des. Le centre de tri est à Manosque même. Et puis, ils sont 65 000 habitants. Donc, sur les conditions financières de retrait, donc, ce que propose le syndicat mixte, c'est qu'a priori, à service égal qui n'est pas satisfaisant de la vie générale, il n'y aura pas d'incidence financière ou de service sur le service actuel qui est fourni par le CIDEVON. Donc, il faut approuver ou désapprouver le retrait de DLVA. Durance Luberon-Verdon, la DLVA du CIDEVOM pour l'exercice de sa compétence, transfert et traitement pour les ordures ménagères et relevables, transfert et traitement des recyclables. Tu mets à l'approbation ou à la désapprobation? Alors, donc, on va dire que est-ce que vous approuvez le retrait de DLVA? Est-ce que vous approuvez le retrait de DLVA? Qui est contre le retrait? Qui s'abstient? Ok. Donc, les gens sont favorables, tout le monde est favorable au retrait de la DLVA. On est d'accord, on a déjà vu le cas dans d'autres circonstances. Bien. Alors, enfin, avant de commencer la longue série des rapports annuels, on va faire les 2 dernières délibérations qui traînent en fin d'ordre du jour. Donc, la 27, c'est la délégation de gestion des biens acquis par l'EPF pour le compte de la CCVSP à la commune de Barcelonnette. Donc, la communauté de communes accompagne donc les opérations de revitalisation de territoire, d'amélioration de l'habitat et de production de logements à court terme. La communauté de communes a sollicité l'EPF pour des missions d'acquisition foncière et de portage foncier des biens permettant la réalisation d'opérations d'habitat mixte sur des sites mutables à court terme. Les achats effectués par l'EPF sur la commune de Barcelonnette pour le compte de la communauté. Donc, il s'agit du 7 et 9 place Saint-Pierre et de la Villa d'Arressol à Barcelonnette. Donc, vous avez les surfaces et les montants. Donc, je vous propose, après délibération, décide de confier la gestion des bâtiments utilisés à la commune de Barcelonnette pour lui permettre d'assurer la garde, le contrôle et la surveillance des dits biens. Au sens du Code civil, dit que le transfert de gestion effective de ces biens à la commune de Barcelonnette par la communauté de communes s'effectuera dans le cadre d'un procès-verbal de remise en gestion tripartite, communauté de communes, ville, EPF. Autorise la présidente à signer les documents. On peut avoir une explication là-dessus? Comment ça s'est passé l'achat par l'EPF? Ça concerne des biens qui appartenaient à qui? Et comment ça s'est passé? Parce que là, je ne comprends pas bien. C'est des DIA, en fait. C'est la commune qui a préempté sur des ventes. Donc, la commune a préempté sur des ventes qui ont été faites par des propriétaires de Barcelonnette, c'est ça? Oui. Qui est sur ces bâtiments-là. La commune a préempté. Donc, ce n'est pas la commune qui va payer, qui a payé, puisqu'elle devait racheter. Si elle a préempté, elle achète. Et c'est donc l'EPF. Vous pouvez rappeler le sigle l'EPF, ce que c'est? Établissement public foncier, voilà. Donc, région sud. Établissement public foncier qui a payé ces sommes-là. Oui. D'accord. Ils ont payé ces sommes-là. Et la communauté de communes, elle n'a rien à payer là-dessus. Ah ben non. C'est bien non, ça. non, Mais non. c'est pour être clair. Dans la communauté de communes, elle est en caution financière. Caution financière, ça veut dire une caution, ça veut dire quoi exactement par rapport à l'EPF? Dans la convention tripartite, là, il y a un portage de 6 ans par l'EPF. Et donc, la commune va engager des projets sur ces bâtiments. Et si au terme des 6 ans, la commune n'a pas fait l'acquisition ou n'a pas eu le porteur ou l'opérateur immobilier pour faire le projet qui est prévu, dans ce cas-là, c'est la communauté de communes qui paierait à l'EPF et qui se retournerait contre la commune. Oui, mais là, ça fait un peu compliqué. Là, moi, je trouve que ça fait une histoire un peu compliquée. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas la commune qui directement a vu ça avec le PF. C'est la convention. Sans mettre là-dedans. C'est la convention de périmètre que l'on a votée
sur le partenariat avec le PF l'année dernière. Et donc, c'est la commune de Barcelonnette, mais ça peut être vous dans votre commune. C'est toutes les communes. Je veux bien. Oui, oui. Moi, je veux bien, mais alors après, s'il y a un souci, ça sera la CCVU qui va payer pour Barcelonnette, qui se retourne après contre Barcelonnette. Non, c'est la commune de Barcelonnette qui paiera ses acquisitions. Qui financera les acquisitions. Oui. Non, parce que c'est pour savoir si c'est sommes. Mais on ne les gardera pas 6 ans. Et puis, il peut y avoir d'autres communes de la vallée du Bac qui peuvent utiliser l'EPF. Je sais. Non, mais je posais la question parce que c'est quand même relativement élevé. Oui. Voilà. Nous, ça les a pas intéressés. Voilà. Parce que c'est quand même des sommes importantes. Mais ça peut être tenté, en tout cas, pour toutes les communes. Je pose la question qu'il ne faudrait pas que ça revienne à la communauté de communes qui a à payer ces sommes-là. Non, ce n'est pas la communauté de communes. Voilà. In fine, c'est la commune qui a demandé à préempter les immeubles. Donc, c'est la commune qui deviendra propriétaire des immeubles s'il n'y a pas eu d'opération dessus. Voilà. Et si les immeubles, il faut les restaurer, les rénover, qui est-ce qui va payer? Mais non, mais c'est des projets qu'il y a dessus, qui sont portés par la commune de Barcelonnette sur ces immeubles. Oui. Ce n'est pas du tout la communauté de communes. La communauté de communes, c'est une convention cadre et un périmètre d'intervention de l'EPF. Donc, pour pas que l'EPF ait à conventionner avec différentes collectivités, pour des questions de simplicité et d'aménagement territorial, il demande à la communauté de communes d'être l'intermédiaire. Mais comme il porte pour la commune, la communauté de communes est à l'échelon l'interlocuteur de l'EPF pour la commune. D'accord, donc c'est bon, non, c'est que je préférais que ce soit bien, que ce soit clair pour tout le monde, quoi, parce qu'on peut... De mémoire, ça nous avait été présenté dans un conseil communautaire délocalisé à Val-de-Ronaille. Oui. Voilà. Donc, l'EPF était venu nous le présenter. Non, mais c'est pour être sûr que les choses soient c'est bien en claires pour tout le monde. 2018 ou 2019. Non, mais on a voté la convention l'année dernière. Hein. Oui, juste... Ouais. Non, c'était pour que ce soit clarifié, quoi, clair. Donc juste une petite observation donc, sur cette question numéro 27. La convention ne nous a pas été présentée en annexe. Elle n'y est pas. Sur Internet, elle n'y est pas, donc elle n'est pas téléchargeable. Il n'y a pas de... Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Du coup, les travaux qui sont effectués dans le cadre du programme sont financés par l'EPF aussi? Non. Par la ville. Par la commune de Barcelonnette. Donc du coup, en fait, pour qu'on soit certain en fait du risque entre guillemets qui est pris par la communauté de communes, donc l'EPF est un partenaire financier qui permet à la commune de Barcelonnette de dynamiser et donc d'être prescripteur sur les biens qu'elle achète. Et on pourra tous faire la même chose si ça les intéresse. Mais c'est surtout en fait qu'il faut qu'il y ait un aboutissement. L'EPF n'est pas destiné à être resté propriétaire. Donc ça veut dire que dans 6 ans, il faut qu'il y ait une sortie de l'EPF et donc un rachat. Moi, ce que je voulais voir et vérifier dans la convention, c'est que ce ne soit pas la communauté de communes qui soit obligée de racheter ces biens-là, en fait. C'est la question que j'ai posée. Et du coup, moi, je n'ai pas de document juridique pour baser ma décision. Oui, c'est la question que... Puisque nous n'avons pas regardé... Non, mais il n'y a pas de... Là, c'est décide de confier la gestion des bâtiments utilisés à la commune de Barcelonnette pour lui permettre d'assurer la garde, le contrôle, la surveillance des dits biens, au sens de l'article 1242 du Code civil, dit que le transfert de la gestion effective de ces biens à la commune de Barcelonnette par la communauté s'effectuera dans le cadre d'un procès-verbal de remise de gestion tripartite de la communauté de communes vide EPF et autorise la présidente à signer les documents, mais dans le cadre de la convention qu'on a votée la dernière fois. Elle a déjà voté la convention. Oui, dans le considérant, il y a marqué les achats effectués par l'EPF sur la commune de Barcelonnette pour le compte de la CCVU. Donc on est bien d'accord que c'est donc la CCVU qui devra racheter les biens si dans une période de 6 ans, il ne s'est rien passé. Oui, donc le risque pris sur l'opération par la CCVU. C'est la commune de Barcelonnette qui rachètera dans tous les cas. C'est la commune qui préempte. Donc, in fine, c'est la commune qui supporte. Et on a un document juridique qui... Oui, c'est la convention cadre qu'on a votée la dernière fois. Qui dit que la commune rachètera? Non, la convention cadre, elle dit que c'est la CCVU qui rachète. Ah oui. Non, mais ça pose quand même une difficulté, là, parce qu'effectivement, vous voudrez bien savoir...
pour le compte de qui les achats sont faits, quoi. Ouais, oui. C'est pas clair. Parce qu'après, la convention qui mentionne de confier la gestion. La gestion, on est bien d'accord, c'est de gérer un bien, c'est pas de l'acheter. Le transfert de gestion effective, c'est toujours un transfert de la gestion. C'est pas dans l'achat et dans la propriété. Donc, Oui, mais c'est la gestion parce que c'est l'EPF qui est propriétaire. Aujourd'hui, c'est l'EPF transitoire qui est pendant- non, mais pendant l'EPF 6 ans. achète pour le compte de la commune. Oui, donc, c'est ça. il faut Eh ben, savoir, donc, hein. mais les biens sont déjà achetés, ils sont propriété de l'EPF. Voilà. Donc, ils ne sont pas propriété de la communauté de communes, ils sont propriété de l'EPF. Les actes ont déjà été signés. Oui, mais quand tu te portes caution... Donc, ben, c'est la convention qu'on a signée, qu'on a votée la dernière fois. C'est ça le problème. C'est la convention cadre de l'EPF avec toutes les collectivités. Pour nous, Madame la Présidente, parce que vous êtes peut-être plus habile, parce que vous l'avez traité pour la commune, mais nous, c'est le premier. Donc, du coup, peut-être prendre un peu de temps pour nous expliquer, parce que c'est la toute première fois qu'on voit l'application. On se rend compte, en fait, que la communauté de communes, via l'EPF, la convention vient d'acheter pour 700 000 € de biens sans que, en fait, personne n'ait donné son avis. Mais si c'est la commune qui a demandé la préemption à l'EPF, et l'EPF a acheté les biens, les titres, les trans... Non. C'est la convention tripartite dans laquelle la commune est engagée. Considérant les achats effectués par l'EPF sur la commune de Barcelonnette pour le compte de la CCVU. Que la CCVU a sollicité. C'est la délibération qui est mal formulée. Parce qu'il on enlève pour le compte de la communauté de communes dans la délibération. Et donc l'EPF a bien... Oui, et il est mentionné aussi que c'est la CCVU qui a sollicité l'EPF. Oui, mais sur mandat de la commune. C'est moi qui ai écrit à la communauté de communes en fonction de la convention que nous avons votée la dernière fois. Et la communauté de communes a acheté, a transmis l'ADIA de la commune à l'EPF. Oui, mais à ce moment-là, il suffit de mentionner que c'est sur demande de la commune. Hein. Que ce soit bien clair qui prend les décisions. Sur demande de la commune. Et on peut mettre sur préemption, demande de préemption de la commune. Et enlever les achats effectués sur le compte, sur la commune de Barcelonnette, pour le compte de la CCVU. Ça doit être retiré, ça. Alors, enlevons pour le compte de la CCVUSP. Parce que de toute manière, c'est clair que cette convention, l'EPF, il la signe avec les collectivités, les Comcom, mais in fine, la Comcom peut peut-être en bénéficier directement, mais généralement, la Comcom, elle n'a pas de bien en tant que territoire. Si on dit les achats effectués par l'EPF pour le compte de la CCVUSP, c'est la convention qui a été signée, qui a été votée la dernière fois. Enfin, en tout cas, Barcelonnette est bien consciente que dans 6 ans, il faudra qu'elle ait remboursé l'EPF. Donc, on va dire que les achats effectués par l'EPF à la demande et sur présentation de la DIA de la commune de Barcelonnette, donc la liste des acquisitions, et je vous propose donc de décider de confier la gestion des bâtiments suscités à la commune de Barcelonnette pour lui permettre d'assurer la garde, le contrôle et la surveillance des dits biens au sens de l'article 1242 du Code civil, et dit que le transfert de gestion effective de ces biens à la commune de Barcelonnette par la communauté de communes s'effectuera dans le cadre d'un procès-verbal de gestion tripartite, communauté de communes, ville, EPF. Et a priori, c'est peut-être pas autorise la présidente à signer, puisque c'est des biens sur Barcelonnette. Et même là, il faudrait que ça soit autorise... c'est bien à la commune. Du coup, pour compléter, par rapport à ce qui nous avait été présenté lors de la précédente délibération, donc on respecte bien la procédure qu'on nous avait présentée, donc l'acquisition par l'EPF, la remise en gestion à la communauté de communes, la délégation de la gestion du bien à la commune concernée, donc ça c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. L'EPF reste donc dans ses obligations de propriétaire. La charge de la gestion des biens de la commune et la délégation de la CCVU prendront fin dès la cession. Et moi, ce qui m'importe, c'est là. Durant les 6 ans, l'objectif est de trouver un format de rachat par un opérateur ou de convertir d'un rachat par la commune en vue d'y réaliser les travaux. L'EPF ne fait pas de travaux et la commune ne peut pas faire de travaux tant que les biens appartiennent à l'EPF. Donc ça veut dire que là, les travaux
qui vont être réalisés à l'intérieur, puisqu'ils disent que l'EPF ne fait pas de travaux et la commune ne peut pas faire de travaux tant que les biens appartiennent à l'EPF. Et enfin, de 6 ans, s'il ne s'est rien passé, la communauté de communes, puis par domino, la mairie, doit racheter le bien à l'EPF, qu'on inscrit bien au procès-verbal. C'est bien ce qui est conclu par la maire de Barcelonnette, c'est-à-dire que vous allez travailler pour rechercher un opérateur, pour dynamiser votre ville. Et nous, à la fin de 6 ans, si vous n'avez rien fait, imaginons que ça échoue, nous devons racheter au titre de la communauté de communes, et par domino, vous vous engagez, vous, maire de Barcelonnette, à racheter le bien. Oui, non, mais au moins tout le monde est clair que la mairie de Barcelonnette ne va pas nous laisser 3 biens sur Barcelonnette à charge de la communauté de communes à racheter. Dans 6 ans. Sachant qu'il n'existe dans le portefeuille de l'EPF aujourd'hui aucune commune défaillante. Donc j'espère que Barcelonnette ne sera pas la première. On l'espère. Voilà, sachant que ne vous inquiétez pas, il y a de beaux projets qui seront en cours. Ah oui, mais c'est parfait, hein. C'est juste clarifier un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, est-ce que... tu en as. Donc, je propose que Daniel Millon-Rousseau signe tout document s'y rapportant, et notamment le procès-verbal de remise en gestion. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, prolongation de la durée de la convention d'entente transfrontalière Piter-Termont-Viso. Alors, donc, on est... Je vais parcourir rapidement la convention. Donc, vous savez que le programme transfrontalier Piter-Termont-Viso a été conclu le 15 juillet 2019, et donc la communauté de communes est partenaire. Donc nous avons différents partenaires, dont le Queyras, donc la communauté de communes de Serponçon, le Guillestroy-Queyras, la communauté de communes de la vallée du Bail, Serponçon. Donc la convention initiale portait sur les projets avec des noms un peu barbares, PS1, PS2 et PS4 programmés dès 2018. Donc un premier avenant a été signé à la fin 2019 afin d'y intégrer le projet PS5 dont la programmation a été notifiée au chef de file le 15 juillet 2019. Le plan 2014-2020 est en cours de clôture, et même si ce plan doit être achevé avant le 31 décembre 2023 d'un point de vue opérationnel, sa clôture financière interviendra dans le courant du premier trimestre 2024. Donc, il est nécessaire de signer un second avenant de prorogation de la durée d'exécution de la convention afin de mettre en conformité la date de caducité de la convention d'entente entre les 3 communautés de communes établies au 31 décembre 2023. Donc, vu le dossier de candidature répondant à la phase 1 de l'appel à manifestation pour la présentation de candidature pour la constitution des plans intégrés thématiques et des plans intégrés territoriaux du programme de coopération transfrontalière Interreg Alcotra, composé donc de 5 projets simples. Alors le PS1 c'était COCO, coordination, PS2 c'était économie verte, PS3 sécuriser les mobilités, PS4 tourisme international et PS5 bien vieillir. Donc il y a eu diverses délibérations qui concernaient les rôles de coordonnateurs, de coordinateurs notamment, de partenaires. Et donc, je vous propose d'autoriser donc à signer l'avenant numéro 2 à la convention d'entente et de moyens entre les 3 communautés de communes partenaires du projet pour la mise en œuvre du plan, signé donc le 28 décembre 2018, afin d'y intégrer la prorogation d'1 année de la durée d'exécution de cette convention et autoriser la présidente à signer les documents s'y référant. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Vote contre? Adopté à l'unanimité. Donc on enchaîne maintenant avec tous les rapports annuels délégataires. Et donc Yvan, tu as la parole. Question numéro 22. RAD
de Veolia Eau pour assainissement collectif CCV USP, l'exercice 2022. Donc je vais vous présenter rapidement tout ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que vous l'avez eu en communication, mais pour faire vite, je suis sur le service assainissement. Voilà, donc Sabine, tu as essayé de me suivre. On est page 3. Je vous rappelle que le début du contrat est de 2017 et qui sera terminé au 31/12/2028. Il n'y a pas de numéro de page alors. Oula. C'est 2 pages après ça. Enfin bon, 2017-2028. Les principaux chiffres clés de l'année 2022, voilà, c'est la page suivante. On est sur 7226 habitants desservis, on a 5886 abonnés, on a 20 installations de dépollution qui représentent une capacité équivalent habitants de 46 000 personnes, 189 km de réseau et 1 125 000 mètres cubes de traités. Vous voyez dans le tableau d'en dessous qu'effectivement, donc on a 1 125 000 euros traités, c'est plutôt en forte baisse par rapport aux années précédentes, hein, ce qui montre aussi que les gens font probablement plus attention. Mais en revanche, l'antépénultième ligne vous montre que l'assiette en mètres cubes, puisqu'elle est toujours fondée sur la consommation en eau potable, était 508, 493, 508 et plutôt stable. Les principaux indicateurs, je vous les passe, on est globalement assez bon, voire même très bon. Le tableau suivant, c'est 3 pages après. 3 pages après. 3 pages après. Voilà, celui-là. Nous redonne les longueurs totales de réseau, 186 km. Le taux moyen de renouvellement est de 0,18%, ce qui est plutôt faible. Et l'indice de connaissance générale est de 92%, ce qui est plutôt élevé. 2 pages plus tard, c'est pour vous signaler que voilà, le contrat prévoit que le délégataire a un certain nombre de travaux à réaliser chaque année. En 2022, il devrait être à 932 000 euros. Cette année, il nous annonce qu'il est arrivé à 1 060 000 euros, c'est-à-dire qu'il a donc réalisé a priori 117 000. Il est en avance de 117 000 euros sur le plan de marche. La facture type 120 mètres cubes de la page suivante nous dit que le prix pour une facture 120 mètres cubes TTC assainissement, donc on passe de 253 à 277, je sais pas, voilà, 250. Bon, j'ai pas le... Ah oui, c'est ça, l'avant-dernière ligne. La page suivante nous rappelle que nous avons 118 nouveaux abonnés. 2 pages après, vous avez le graphique de l'évolution des tarifs sur les différentes communes. Donc vous voyez que effectivement, c'est Saint-Paul et Val-de-Ronaille qui ont connu des fortes augmentations compte tenu du fait qu'ils ont été rattachés. Enfin, on cherche petit à petit à avoir les mêmes tarifs sur l'ensemble des communes, puisque les autres, vous voyez, sont globalement identiques. Et puis, vous avez les principaux... Il y a un tableau qui doit nous donner aussi l'endroit où ils gagnent ou ils perdent de l'argent. Pardon, c'était... Alors, juste pour mémoire, je l'ai raté. Je ne peux pas vous donner le numéro de la page. C'était... non, peut-être encore un peu avant. Ça s'appelle compte annuel le quart. Bon, enfin bref, Veolia annonce qu'ils ont perdu 83 000 euros l'année dernière et qu'ils avaient gagné en 2021 1 000 euros. Voilà, donc en fait, ils nous annoncent qu'ils sont en déficit. Et puis les dernières opérations en cours sur la CC, ça va être la future steppe de l'Arche, future steppe de Rio Clare qui est incessante.
Saint-Vincent-les-Forts avec des gros travaux à venir et Fouillouse qui est en cours de réalisation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, alors comme toujours, moi je peux me demander pourquoi ils tiennent vraiment à conserver cette DSP alors qu'ils nous annoncent régulièrement des déficits records. Hein. Je me souviens que quand on avait renégocié la DSP, ils nous avaient annoncé un déficit qui était le double de ce qu'on avait auparavant. C'était assez amusant d'ailleurs. Hein. Donc là, ils nous annoncent encore un déficit de 80 000 euros. Je me pose toujours des questions. Pourquoi continue-t-il, quoi, hein. Voilà. Ah bah, ils continuent parce que déjà, ils ont la DSP. Ils sont obligés de continuer. Non, mais même quand ils nous avaient annoncé, lorsqu'on a renégocié la DSP, ils étaient en déficit de, c'était dans les 200 000 euros, je me souviens, c'était quelque chose de cet ordre-là. On se pose toujours des questions. Et là, principalement, quand on n'a aucun contrôle, on n'a absolument aucun contrôle sur le compte de résultats qu'ils nous présentent. On n'a aucun contrôle sur les frais de structure. J'en ai déjà parlé d'ailleurs à la directrice, à la nouvelle directrice qui est venue nous voir à Saint-Pons. On n'a aucun contrôle sur rien, quoi. Hein. On a une DSP, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc moi, je trouve ça fort dommage parce qu'ils manipulent les chiffres comme ils veulent. Ce qui est important pour eux, c'est d'annoncer qu'il y a des déficits. Comme ça, ils ne payent pas d'impôts, évidemment. Hein. Et lorsqu'on veut renégocier une DSP, bien évidemment, ils nous disent, regardez, il y a un tel déficit qui va augmenter le prix de l'abonnement. Il va falloir augmenter le prix ce qui est du mètre cube, hein, ce qui est complètement aberrant. Oui, mais voilà. ils sont susceptibles d'avoir quelqu'un qui va proposer moins cher qu'eux au moment du non, on sait très bien que la dernière fois, tu te souviens bien, hein, que comme par hasard, ils étaient les seuls puisqu'il y avait une question de traitement des boues et que le concurrent de Veolia ne traitait pas les boues. Or, on avait demandé le traitement des boues, sachant que de toute façon, il n'y avait que Veolia qui le faisait. Donc, comme ça, au moins, c'était tranquille, il n'y avait pas de souci là-dessus. Voilà. Ne t'inquiète pas, Dominique, hein, ils font 1 162 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, et puis ils distribuent des bénéfices records aux actionnaires sans problème. Hein. Voilà. Donc ne te fais pas de soucis, ils sont pas prêts de. Ah non, mais c'est pour ça notamment que le RAD, moi je ne vote pas évidemment parce que je trouve ça aberrant. Ne vous inquiétez pas, je fais pareil pour la commune. Hein. Oui. Bon, enfin, en tout cas, ils sortent des chiffres. On peut être d'accord sur le fait que la manière dont ils les sortent. Oui, après. Ils les sortent, mais on n'a aucun contrôle dessus. Non, mais c'est pas pour autant qu'on paye plus cher ou moins cher. Hein. Ah non, si, après tu payes plus cher, évidemment, automatiquement, parce qu'à la fin, ils vont présenter ça. Hein. Voilà. En 2028. En 2026, les choses seront peut-être différentes. Hein. Ou à la prochaine fois qu'on renégociera la DSP. Je me souviens plus quand c'est d'ailleurs, en 2028. 2028, voilà. Bon, le RAD, y a-t-il d'autres observations? RAD 2022, Veolia Eau, pour l'adoption. Vu l'avis favorable de la commission environnement, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Le RPQS, rapport annuel prix, qualité, service, assainissement collectif, CCV, USP, secteur en DSP. Le document reprend également la partie en régie et quelques éléments sur la partie en assainissement non collectif. Donc en fait, le RPQS, il est largement inspiré du RAD, bien entendu. Le nombre d'habitants desservis, le nombre d'abonnés, les recettes globales du service, 1 691 000, et sur le secteur de la régie, 782 habitants en réserve desservis, 550 abonnés, 54 000 mètres cubes facturés et 73 000 euros de recettes globales. Le tableau suivant donne donc un prix du service au mètre cube qui est de 2,21 euros le mètre cube. La quantité de boue évacuée, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1,2 million de mètres cubes. Le RPQS assainissement non collectif SPANC, je suis déjà à la page suivante. Voilà. Donc 2021-2022, vous savez que sur le SPANC, compte tenu du départ et de la maladie d'un agent, on voit quand même des grosses variations annuelles, puisqu'en 2021, on avait contrôlé 859
installations, on n'en a contrôlé que 400 en 22, sachant que donc en 23, on en contrôle de nouveau beaucoup plus, puisque on a un nouvel agent affecté. En revanche, on s'était concentré sur les installations ne représentant pas de danger. En fait, on a fait surtout les contrôles avant-vente. Donc, on en avait fait beaucoup plus en 2022 qu'en 2021. Avec un taux de conformité de 97,5. Le taux de conformité de 5,7, c'est un chiffre qui est aberrant compte tenu des éléments qu'on avait mis dans la machine. RPQS, assainissement non collectif, donc on a une contribution exceptionnelle du budget général, c'est en bas à droite, de 8 304 €, c'est ce qu'on avait prévu dans le budget ANC, et l'avancement des opérations, donc on a à Sainte-Anne-la-Condamine, au hameau des Prats, en demande de transfert d'ouvrage qu'il faudra qu'on traite, et aux Tuiles, l'Opillon, 130 mètres linéaires de réseau eau usée à réhabiliter, avec 8 branchements pour une estimation, là c'est une estimation chiffrée de 80 000 €, en groupement de commandes. Enfin, le zoom sur la steppe de l'Arche, ça doit être la dernière page. On a des financements. Alors, on a de moins en moins de financements extérieurs, à la fois l'agence de l'eau, le département. Donc, ce qui fait que la plupart de nos steps sont de plus en plus autofinancés. Bon, voilà. Démarrage des travaux, on espère décembre 2023 pour les études. Ça, c'est le RPQS assainissement. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ce rapport prix qualité-service ? Alors, attendez, rapport secteur en régie. Alors, en fait, je vous ai présenté les questions 23, 24 et 25. Voilà. On peut les traiter en groupe. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le rapport annuel prix qualité-service du service de gestion des déchets. Sabine, si tu l'as, on peut partir directement, je pense, de la fin, parce que tout le début présente le mode de gestion, c'est un peu rébarbatif. Juste pour vous dire que, alors là, quand on prend les chiffres en termes financiers, bilan des dépenses et recettes, nous avons 2 406 000 € de dépenses pour 2 454 000, c'est à la fin. Fin. Je remonte pour essayer de... Voilà, donc en fait, le solde positif est ce jour de 47 000 €, puisque donc la page précédente, les recettes s'élèvent à 2 454 000. La page précédente. Voilà. Donc, toutes les recettes, donc c'est principalement l'atome. Impôts et taxes pour 2 060 000. Après, il y a les reventes de tout ce qu'on peut traiter, et puis les professionnels qui sont facturés sur la décharge de Plan-la-Croix. Et les dépenses, elles, c'est 2 406 000 €, entre autres. Donc, les deux premières lignes, c'est le personnel en direct dans notre 012, 215 000 € et les refacturations, transport, collecte et enfouissement du CIDEVOM, 970 000 €. La page précédente, avec l'évolution des tonnages, voilà, en haut, le haut de la page. L'évolution des tonnages, on voit quand même que les OM, on était en 2008 à 4120 tonnes. Au moment, on avait baissé en 2016 à 3500 tonnes. En intégrant Ubaye-Serponçon, on remonte à 3900 et aujourd'hui, on est quand même tombé à 3170 €, c'est-à-dire qu'on a quand même une forte... Ouais, voilà.
tonnes, c'est quand même notable, puisqu'on passe quasiment de 4000 tonnes à presque 3000 en 5 ans. Le verre, lui, donc, est en progression. Les emballages et papiers sont en nette progression, à part sur la dernière année, mais je pense que 2021, c'était un peu exceptionnel, année Covid, etc. Les cartons, également, on voit la progression petit à petit. Et les passages en déchetterie évoluent aussi de manière très favorablement. En remontant au 5.2, c'est la page 19, pardon. On voit une chose sur laquelle il faut que, et alors c'est ce que disait tout à l'heure, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est qu'en fait on a pas mal de refus de tri. La page 19. Voilà. Le coût du refus de tri, c'est le dernier tableau là en bas. La colonne du milieu, le coût du refus de tri, c'est-à-dire ce que le centre de traitement de Manosque refuse et renvoie au béton, et donc qu'on paye au prix de l'enfouissement, globalement, ça nous coûte environ 166 € la tonne. Et ça augmente, absolument. Ça augmente. Donc il y a un gros effort à faire sur la qualité du tri. Sinon, les autres chiffres disent que donc en fait le tri seul nous coûte 594 € la tonne, et avec les refus et tout compris, on monte à 639 €. Après, les tonnages, la page 14, vous voyez tout ce qu'on retraite à la déchetterie avec l'évolution des volumes. Donc, de 2008 à 2022, le bois, les déchets ménagers spéciaux, donc c'est des produits dangereux, les batteries, les ferrailles, avec chaque fois, donc on est globalement sur des augmentations, sauf cas particulier, les bidons souillés, les encombrants, ça c'est un gros volume, et les cartons. Et puis en fait après, ah oui, juste quelques pages avant, je vous rappelle que la TGAP, entre autres, alors ça, qu'on soit dedans, dehors ou n'importe où, la taxe générale sur les activités polluantes, les tonnes enfouies, nous sommes cette année à 45 € la tonne, nous étions en 2019 à 24 € et nous finirons en 2025 à 65 €, donc d'où l'importance de trier de plus en plus. Le coût du transport, c'est juste en dessus. Le transport baisse globalement. Donc ça, c'est aussi parce qu'il y a moins de tonnes d'OM, mais vous voyez que dans les années 2016-2017, le coût du transport était, ou 2015 même, était de l'ordre de plus de 150 000 €. Et l'année dernière, en fait, en baissant les tonnages, on était à 113 000 €. Donc c'est quand même pas négligeable comme évolution, surtout en pourcentage. Pardon. Voilà. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de relancer pour 2024 une campagne de communication, et notamment par rapport à la population touristique? Oui, mais on a Nicolas qui travaille beaucoup en interne. Oui, mais voilà, on partageait un peu les expériences, et c'est vrai que les touristes font moins d'efforts que... Oui. Voilà, et donc on a cette partie-là à traiter, je pense. Après, il y a aussi une réflexion à mener sur les résidences secondaires qui louent en type Airbnb sur l'équipement de ces logements en tri, quoi. Parce que souvent, les logements de location ou d'hébergement, il n'y a pas les vagues de tri. Donc, effectivement, il y a peut-être... je pense qu'à l'intérieur de toutes les résidences en location, comme ça, il faudrait que... Enfin, on va le faire. Il faut qu'on ait des flyers qui permettent d'être distribués et que les gens, en arrivant, ils aient une information. Flyer ou pas, ou un truc qui reste de manière un peu permanente sur la porte de l'entrée de l'appartement. Je sais pas quoi, ils ont tout un magazine, il faut qu'il y ait dedans le tri. Aussi à l'Office du tourisme, etc.
Bon, alors voilà ce qui concerne le RPQS, déchets ménagers assimilés 22. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ça, c'était la 22. 26, pardon, oui, 26. 26, et donc c'est terminé. Donc l'ordre du jour du Conseil communautaire est épuisé. Je vous remercie.